هذا عطيه عبد الملك يحطو شكون عبد الملك؟ ناخذو كاين مشكل تاع البروبليم باش نعملوا سي بون لو فيرسي دون لي LNB donc il y a un problème avec ce problème là donc pour le droit fiscal je voudrais juste vous dire certains éléments pour que vous sachiez عشان ندير له voilà donc il y a un problème le droit fiscal. Le droit fiscal, il y a plusieurs éléments qui concernent la fiscalité de manière générale. Je vais vous donner certains éléments, mais juste pour avoir une idée, par exemple, lorsqu'on dit le code général des impôts, ou bien le code des impôts, ça englobe plusieurs choses, plusieurs éléments. Là, par exemple, là, le code général des impôts ne contient qu'une dizaine d'impôts, une dizaine d'impositions. Par exemple, l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés, la TVA, droit d'enregistrement, droit de timbre, taxe sur les contrats d'assurance. Donc il y a une dizaine, 10. Et ici on compte la TVA à l'intérieur et la TVA à l'importation, même si c'est la même TVA, on compte 11. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres éléments. Et juste pour vous donner une idée, regardez par exemple le code des impôts français. Ouais. Vous voyez comment 1200, 1700 et quelques. 1700. « 1794 pages. 1794 pages. Et là, 415 pages. 415 pages. Et pour vous dire une chose, par exemple, lorsqu'on dit le code des impôts, le code général des impôts, ce code doit englober la législation fiscale, la réglementation fiscale, la jurisprudence fiscale, la doctrine fiscale, la doctrine administrative fiscale et la doctrine académique. Car les professeurs les cherchent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans le code général des impôts en France et pas dans celui du Maroc. Parce que c'est pour ça qu'il y a un code général, par exemple en France, où il y a tous les aspects législatifs, des aspects réglementaires, jurisprudentiels, doctrine administrative, doctrine académique, etc. Là, il n'y a que les impôts. Et en plus, il n'y a pas tous les impôts. Donc voilà, il y a une différence pour ça. Voilà, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme impôt. Qu'est-ce qu'il y a comme impôt de manière générale au Maroc. Qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Il y a d'abord le code général des impôts. Il y a 10 ou 12 impôts. Le code général des impôts. Le code général des impôts, il y a 10 ou bien 11 si on compte la TVA O2. La TVA à l'intérieur, la TVA à l'importation. Donc il y a des impôts, la TVA à l'intérieur, la TVA à l'intérieur, la TVA à l'exportation. Et il y a la fiscalité des collectivités territoriales. La fiscalité des collectivités territoriales. Hein?
La fiscalité des collectivités territoriales, il y a une trentaine, au moins 32, 33 impôts et taxes. Taxes, ça veut dire des petits impôts, des petits prélèvements, mais ce sont des impôts obligatoires, sans contrepartie. Et il y a entre, si vous voulez, en matière de collectivité territoriale, entre les taxes et les redevances comptent une contrepartie. Et les impôts ou bien taxes sans contrepartie. Entre redevances, il y a 33, je crois. 33 ou bien 32, quelque chose comme ça. Et il y a aussi la parafiscalité. Qu'est-ce que c'est que la parafiscalité? La parafiscalité, ce sont des prélèvements obligatoires, ce sont aussi des impôts, mais pas au profit de l'État, ni au profit des collectivités territoriales, mais au profit des entreprises publiques ou privées qui visent un but d'intérêt collectif, d'intérêt économique ou social. Et il y a 33 parafiscalité, 33. Et la taxe de collectivité locale, avec redevance, il y a 32 ou bien 31 taxes et redevances. Redevance, ça veut dire contre quelque chose. Mais il est déguisé. Déguisé parce que si c'était sur la télévision, ou si c'était sur la propreté, ou si c'était sur le payage ou quelque chose comme ça, ce sont des impôts. Parce qu'en principe, les impôts doivent couvrir les services publics. Les impôts sont là pour couvrir. Ce n'est pas un service public où tu peux payer les impôts pour remplir par la fiscalité. Vous comprenez? Donc il y a 33 parafiscalités. Et il y a aussi les prélèvements. C'est pour ça qu'on parle des prélèvements obligatoires. Les 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 prélèvements obligatoires, il y a les impôts. Il y a les impôts. Les impôts, code général des impôts. Code général des impôts. Des impôts, il y a des impôts. Voilà. Il y a la fiscalité des collectivités territoriales. Fiscalité territoriale. Fiscalité territoriale, il y a 31 taxes et redevances. Taxes et redevances. Taxes et redevances, c'est je dis taxes, ce sont des impôts. Mais il y a une différence, c'est que peut-être ils sont avec un montant un peu moindre par rapport à la TVA, mais ce sont des impôts. Et les redevances, les redevances, ce sont. C'est mieux. Vous savez, donc les impôts, donc si vous voulez la fiscalité des collectivités territoriales et la fiscalité des collectivités territoriales, il y a 33 taxes et redevances. Les redevances, écoutez-moi bien, les redevances, c'est presque des impôts déguisés. C'est-à-dire un impôt sur un service qui devait être en principe financé par les impôts. Parce que si on paie des impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt à la TVA, l'impôt sur les sociétés, on devait avoir des services publics. Mais il y a certains services, en plus il y a une taxe parafiscale. Donc si vous voulez, ou bien une redevance. Donc si vous voulez, donc presque ce sont des impôts déguisés. Donc il y a 31 taxes et redevances. Il y a aussi la parafiscalité. La parafiscalité. La parafiscalité. La parafiscalité, il y a 33 taxes. Taxes parafiscales. 33 taxes parafiscales. Les taxes parafiscales, elles ne sont pas au profit de l'État.
ni de collectivités locales, mais pour les entreprises publiques ou privées poursuivant un but d'intérêt économique ou social. Et il y a aussi les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont des prélèvements pour la retraite, du côté salarié et du côté patronat, des prélèvements pour les accidents maladie, des prélèvements pour les assurances, des prélèvements pour les retraites, pour les accidents de travail, donc des prélèvements obligatoires. Et qui n'ont pas forcément une contrepartie. Peut-être la retraite, mais si quelqu'un meurt avant, il n'aurait pas. Ou bien si quelqu'un n'est pas malade, ou si quelqu'un ne fait pas un accident, etc. Donc il y a toujours, donc si vous voulez, il y a en principe une contrepartie, mais qui ne profite pas à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des impôts. C'est des prélèvements obligatoires. Et la contrepartie n'est pas immédiate. Il peut se réaliser comme il ne peut pas se réaliser. Donc voilà, donc les impôts qui sont dans le Code général des impôts, ceux qui sont des collectivités territoriales qui ne sont pas dans le Code général des impôts, et les parafiscalités qui sont au profit des impôts pour encourager le tourisme, l'extraction minière, l'agriculture, certains secteurs économiques, artisanaux, etc. Et puis les prélèvements sociaux pour la sécurité sociale. Caisse nationale de sécurité sociale, etc. sont des prélèvements sociaux. Voilà. Et regardez, 10, plus 31, plus 33, plus là je dirais pour accident de travail, assurance, retraite complémentaire, il y a disons 6 ou 7, voilà, faites le compte, donc tu as 10, 30, 70, voilà, 60 presque, voilà. Presque 80, voilà. 80 pour qu'ils sont au Maroc. Donc tout ça, ce sont des impôts qui existent au Maroc. Mais on ne les paie pas tous. Mais ils sont là. Chaque catégorie paye quelque chose comme ça. Voilà. Mais il se trouve qu'un seul revenu peut payer 6 ou 7. Par exemple, la TVA, l'impôt sur le revenu, la taxe fiscale annulée sur les véhicules, par exemple le droit d'enregistrement, par exemple le droit de timbre. Donc il est possible qu'un seul revenu peut payer 5 ou 6 impôts. Voilà. Un autre point de vue que je voulais ajouter, que j'ai partagé avec vous, c'est sur la loi organique relative aux lois de finances. Il y a aussi des... Il y a aussi la loi organique relative aux lois de finances. Il y a par exemple, juste pour vous dire, qu'il y a des éléments que vous pourriez étudier dans le droit budgétaire pour qu'il soit facile pour nous pour avancer. Donc, par exemple, regardez l'article 67. L'article 67 de la loi organique relative aux finances. L'article 67, il parle de la parafiscalité. Il parle juste de la parafiscalité. Il y a une parafiscalité qui est au profit, voilà, des taxes parafiscales sont versées au profit des entreprises état publiques et privées assurant des missions d'ordre économique pour les services publics. Donc voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on devrait étudier le droit budgétaire. On va voir, il y a des impôts, etc. Mais il y a aussi des parafiscales qui sont des impôts. Il y a aussi un autre article. C'est bien, merci. Il y a aussi l'article 31 qui parle à l'article 31 de la loi organique relative aux lois de finances.
il parle de la comptabilité budgétaire. La comptabilité budgétaire, ça veut dire qu'il y a une comptabilité budgétaire qui est différente de droit budgétaire. Monsieur, quel article 31. Il y a aussi, et ça, on le trouve dans l'impôt sur les sociétés. Je vais vous expliquer certains éléments qui sont indispensables au niveau de l'ordre. Il y a aussi la comptabilité générale. La comptabilité générale, ça veut dire qu'on l'applique dans le secteur privé, mais c'est la même qui peut s'appliquer dans le secteur privé, dans le secteur public. Donc ça veut dire que l'État, les collectivités adoptent aussi une comptabilité générale, qui est presque pareille à 80%, semblable à celle qui se pratique dans le secteur privé, donc pour les entreprises. Il y a aussi une comptabilité analytique. Il y a la possibilité, ils disent qu'il y a possibilité pour l'État d'adopter une comptabilité analytique. Ça veut dire une comptabilité intérieure qui calcule les engagements de l'État, qui calcule le coût de production, qui calcule le coût de production, le coût de certains services publics ou le coût des marchés publics, c'est les marchés publics, les fournitures, les prestations, etc., etc. Donc il y a une comptabilité analytique qui est à part de la comptabilité nationale. Voilà, ça il faut le savoir, on va le faire tout à l'heure. Là, je parle de droit fiscal. Lorsqu'on parle de droit fiscal, il y a, voilà, nous avons le droit fiscal, nous avons la fiscalité, nous avons le système fiscal, et nous avons les prélèvements obligatoires. Nous avons vu ça. Je dis que le droit fiscal, c'est une approche juridique appliquée au droit, appliquée à la fiscalité. Le droit fiscal, ça veut dire que c'est une approche juridique appliquée à la fiscalité. C'est-à-dire que le droit est un ensemble de règles régissant les rapports fiscaux. Le droit est un ensemble de règles régissant les rapports sociaux, les rapports fiscaux, que ce soit au sein des ménages, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit au sein des administrations de point de vue rentable, que ce soit au sein des ONG lorsqu'elles poursuivent un but lucratif, que ce soit à l'extérieur. Ça veut dire les sociétés multinationales qui travaillent ici, ou bien les sociétés marocaines qui travaillent à l'étranger. Et les importations, les exportations, la balance commerciale, etc. Donc voilà. Pour la fiscalité, on parle de la fiscalité tout seul. La fiscalité tout seul, pas le droit fiscal. Le droit fiscal, ça veut dire approche juridique. Approche juridique appliquée à la fiscalité. Le droit, je répète, le droit est un ensemble de règles régissant les rapports fiscaux. Voilà, c'est ça le droit fiscal. Lorsqu'on parle de la fiscalité, c'est-à-dire il y a différents aspects de la fiscalité. Il y a l'économétrie, ça veut dire aspect mathématique, applique des représentations graphiques, des tableaux, des statistiques, des matrices qu'on peut appliquer à l'impôt. Il y a la géographie fiscale. Il y a l'histoire de l'impôt qu'on peut étudier aussi en matière de droit fiscal. L'histoire de l'impôt ou bien la fiscalité, l'histoire de la fiscalité. Il y a aussi l'aspect économique de la fiscalité. On parle de la fiscalité des entreprises, la fiscalité des personnes, la fiscalité immobilière, la fiscalité interne, la fiscalité internationale, etc. etc. Voilà. Pour le système fiscal. Le système fiscal, c'est un ensemble. C'est un système qui agit et interagit au sein de la société. La société agit, il a des répercussions sur le système fiscal. La société, son niveau de développement, son niveau de démocratie, sa richesse, il influe sur la fiscalité, et la fiscalité influe sur la société. Les corruptions, la pauvreté, le secteur informel, les riches, les pauvres, la rentabilité, etc. Donc là, le système fiscal, c'est un ensemble qui agit et réagit au sein de la société. Les prélèvements fiscaux, ce qu'on vient de voir, les prélèvements fiscaux, c'est l'ensemble. Prélèvements fiscaux, c'est sociaux, c'est fiscaux, c'est nationaux, c'est internationaux, etc. C'est ce qu'on vient de voir.
Voilà, j'ai fini ça. Vous voyez, quand je parle, on fait beaucoup de choses. On va le prendre, c'est à l'école, on prend la salle à l'Algérie. C'est pour ça que certains professeurs disent que c'est pas assez 1h30, c'est pas assez 1h30, il me faut 2 heures de cours. Comme vous le voulez, et 1 heure ça me suffit. Et 1 heure je peux faire le tour du monde. 1 heure. J'ai des statistiques de 2019. Des statistiques de 2019, ça veut dire qu'elles sont voilà. Le déficit de commerce, le déficit commercial, la balance des paiements, le commerce international. Il y a 192 milliards de déficit. 192 milliards de déficit en 2019. Milliards de dirhams de déficit commercial international. Ça balance entre les importations et les exportations. Ça veut dire que les importations sont beaucoup plus que les exportations. Donc il y a un déficit de la balance commerciale. Les recettes touristiques, 2019, les recettes touristiques qui viennent, je crois probablement, de l'étranger. C'est pas parce qu'il y a le tourisme interne. C'est dommage que le Maroc n'encourage pas le tourisme interne. Et le tourisme international. Il y a que 73 milliards en 2019. Mais par contre, pendant le Covid, il y avait moins, beaucoup moins. Et que les transferts des Marocains résidant à l'étranger, il était, je crois, de 34 ou de 36 pendant le Covid. Et le tourisme était, je crois, 8 ou 10 milliards par an, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a 3 fois moins le transfert des Marocains résidant à l'étranger. En 2019, par contre, il y a autre chose. En 2019, il y avait les recettes touristiques étrangères, 73 milliards de dirhams, et les transferts des résidents marocains à l'étranger sont de 59 milliards. Quand même, c'est pas mal. Vous voyez, avant, je me rappelle que c'était, quand j'étais étudiant à Fès, avec un professeur, c'était un professeur français, dans les années 85, il nous disait que la locomotive, le cratère, la locomotive de l'économie marocaine, c'était le phosphate. Alors, le phosphate. Là, maintenant, ce n'est pas le phosphate, ce sont les Marocains résidant à l'étranger. L'investissement direct étranger. L'investissement direct étranger, ça veut dire des sociétés multinationales qui viennent investir au Maroc. Il y a 18 milliards de dirhams. 18 milliards de dirhams pour 2019. Et les investissements des Marocains à l'étranger, il y a 9 milliards en 2019. 9 milliards de dirhams. Voilà, je vous dis ça. Et puis, je passe à autre chose. C'est bon, vous pouvez répéter les chiffres. Vous pouvez répéter juste les chiffres. Voilà. Le déficit commercial, 192 milliards de dirhams en 2019. Les recettes touristiques, 73 milliards de dirhams. Les transferts de Marocains MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Marocains MRE. Les Marocains résidant à l'étranger. 59 milliards de dirhams en 2019. Les investissements directs étrangers. 18 milliards de dirhams. Et les investissements des Marocains à l'étranger, il y a 9 milliards de dirhams. Voilà. 9.
écoutez-moi, toujours dans l'introduction, théorie générale, les théorie générale, l'introduction, voilà. L'introduction sur l'impôt, la fiscalité de manière générale. Voilà. Réflexion sur le prélèvement obligatoire. Voilà. Réflexion sur le prélèvement obligatoire. Impôt, fiscalité, système fiscal, prélèvement obligatoire, etc. Voilà, c'est la réflexion. Il y a, en plus, il y a le développement. Le développement, il peut avoir plusieurs. 1, 2, 3, 4, etc. Puis la conclusion. Voilà, je suis toujours dans l'introduction. Nous avons 13 séances, donc c'est la troisième, c'est pas grave, même si je fais 3 ou 4, vous voyez, après je passe, je fais le reste à 10 ou comme ça pour le développement. Avec les impôts. Donc les impôts, là on parle de la classification des impôts. Donc nous avons vu tout à l'heure la multiplicité des impôts. Tout à l'heure, la multiplicité, toujours la multiplicité des impôts. Il y a 70, 75, d'impôts. Donc la multiplicité des impôts. Là, on regarde, on voit la classification des impôts. La classification. Et voilà, vous allez voir que c'est très important cette classification. On va savoir qu'est-ce que c'est des impôts, qu'est-ce que c'est impôt, pas impôt, etc. Donc il y a la classification des impôts, il y a la classification administrative. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire. Et après, on rentre. Parce qu'en fait, ce que j'ai dit les 2 séances dernières, il y a une multiplicité des impôts, mais chaque impôt passe par un processus de ces étapes. Chaque impôt passe par un processus de ces étapes. Ce que nous avons vu, c'est pas la peine d'écrire, assiette, liquidation, recouvrement, pour tous les impôts. Et s'il y a un problème ou un conflit avec l'administration, il peut avoir sanction, il peut avoir contrôle, ou bien il peut avoir contentieux. Mais les 3 sont principaux. Les 3, c'est toujours assiette, liquidation, recouvrement. L'assiette, c'est la base économique. La liquidation, c'est le calcul de l'impôt. Et le recouvrement, c'est le recouvrement de l'impôt. Voilà. Et s'il y a un problème avec l'administration, on peut aller recourir au contrôle. L'administration peut contrôler. Il peut appliquer des sanctions. Et si on n'est pas d'accord, on peut aller jusqu'à soit un accord entre l'administration, à l'amiable, soit on recourt à la justice. Donc les 3 premiers sont indispensables et les 2 sont accidentels. Les trois premiers sont indispensables, les 3 autres sont accidentels. Les 3 sont indispensables, assiette, liquidation, recouvrement. Les autres qui sont accidentels, au cas où il y a un problème, c'est le contrôle, les sanctions et le contentieux. Et presque 80% sont réglés à l'amiable. Presque 80% des litiges sont réglés entre l'administration et le contribuable, sont réglés à l'amiable. Voilà. Et dans le développement, on va étudier l'IS, l'IR, Charles, l'IR et la TVA. On va étudier cela, voilà. Voilà. Et la conclusion. Voilà, on va étudier l'IS, le développement. L'impôt sur les sociétés, ils sont les plus importants et les plus rentables. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la taxe intérieure. Et extérieure. Donc là, est-ce qu'on va voir avec la classification? Donc on est là, maintenant on est là. Introduction. La classification des impôts. Donc la classification, il y a une classification administrative. Classification administrative. Ça veut dire quelles sont les institutions qui perçoivent l'impôt. Quelles sont les collectivités, bien les institutions qui perçoivent l'impôt. Donc on trouve l'État qui perçoit l'impôt, les collectivités territoriales, les entreprises et établissements publics ou privés, les organismes de sécurité sociale. Voilà, donc État, collectivité territoriale, entreprises publiques
au privé, les parafiscalité, et la sécurité sociale. Caisse de prévoyance, sécurité sociale, assurance, maladie, accident, retraite, etc. Retraite complémentaire, tout ça. Ce sont des prélèvements sociaux, obligatoires. Voilà. Donc voilà la classification administrative. Ça veut dire classification administrative, ça veut dire les organismes bénéficiaires. Classification administrative, quels sont les organismes bénéficiaires? État, collectivité territoriale, entreprise et établissements publics ou privés et organismes sociaux, sécurité sociale, soit dans le privé ou privé. La classification économique. La classification économique. La classification économique, selon la base imposable. La classification économique selon la base imposable, l'assiette, selon la base imposable. Il y a le revenu, il y a la dépense, il y a le capital. Le revenu, la dépense et le capital. Le revenu des personnes physiques ou le revenu des personnes morales. Ça veut dire les bénéfices des sociétés. C'est un revenu. Donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la dépense, la TVA, la consommation, et la taxe intérieure de consommation, et les impôts sur les taxes intérieures de consommation et puis d'autres. Et si j'ajoute tout à l'heure les taxes intérieures de consommation et la fiscalité, que j'ai oublié tout à l'heure, la fiscalité douanière, ça fait plus de 80 impôts qui existent au Maroc. J'ai oublié la fiscalité douanière. La fiscalité. La fiscalité douanière, il y a la taxe intérieure. Taxe intérieure de consommation. Et il y a taxe à l'importation et taxe à l'exportation. Et il y a des taxes spécifiques, taxes intérieures de consommation, des taxes spécifiques sur l'or, l'argent et le platine. Or, argent et platine. Donc, il y a ça remonte à 80 impôts qui existent au Maroc. 80 impôts qui existent au Maroc. 80 impôts qui existent, même plus, qui existent au Maroc. 80 impôts qui existent. Voilà. Donc maintenant, rappelez-vous, donc il y a des prélèvements fiscaux, nationaux, des prélèvements territoriaux, des prélèvements sociaux, des prélèvements parafiscaux et des prélèvements douaniers. Je recommence. Alors, des prélèvements nationaux, des prélèvements territoriaux, des prélèvements parafiscaux, des prélèvements sociaux et des prélèvements douaniers. Alors là, on a ça, 5. Bien, c'est ça. Voilà. Donc la classification économique, la classification selon la base. Selon la base économique, donc selon la base économique, impôt sur le revenu des personnes physiques et des bénéfices des sociétés. Impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés. N'oubliez pas que les personnes physiques, il peut avoir des petites sociétés, des micro-sociétés, donc qui ont une seule personne, et qui ont en même temps le directeur, et qui paient l'impôt sur sa petite entreprise. Donc il n'a pas la personnalité morale. Il n'a pas la personnalité. Donc les impôts sur le revenu des personnes physiques, ou bien les bénéfices des sociétés. Tout ça, ça s'appelle l'impôt sur le revenu du point de vue économique. Donc l'impôt sur la dépense, ça veut dire la consommation. L'impôt sur la dépense. La TVA et les taxes intérieures de consommation. Tous les impôts indirects. Les impôts indirects. Et puis l'impôt sur le capital. L'impôt sur le capital, qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le capital? Ça veut dire pas le revenu, pas les dépenses, mais le capital, c'est-à-dire le capital foncier, des impôts fonciers, surtout des collectivités territoriales, des impôts fonciers, des impôts sur le placement du capital,
des actions, des obligations dans les banques. C'est un capital. Un capital. Voilà, donc c'est ça. Donc, et non, nous n'avons pas l'impôt sur la grande fortune, bien nous avons pas, mais on a des impôts, le droit d'enregistrement, le droit de sigil, tout ça c'est un impôt foncier, c'est un impôt sur le capital, le droit d'enregistrement, les droits fonciers, toutes les taxes territoriales sur le foncier, bâti, non bâti, urbanisme, construction, tout ça c'est sur le capital. Et puis, le droit d'enregistrement, et puis, et le placement. En matière de banque, les actions, les obligations, tout ça, ce sont des impôts sur le capital. Il y a selon les acteurs économiques, toujours la classification économique, la classification économique, selon les acteurs économiques. Selon les acteurs économiques, qui paie l'impôt? Quels sont les acteurs économiques? Est-ce que vous vous rappelez quels sont les acteurs économiques? C'est bien, ça, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc les acteurs économiques, donc les impôts, les ménages paient des impôts, elles consomment aussi, ils paient la TVA. Les entreprises paient des impôts, elles ne paient pas la TVA, mais ils la répercutent sur le consommateur final. Les ONG, lorsqu'ils poursuivent un but lucratif, ils payent l'impôt. Et les établissements de crédit, les banques, tout ça sont des, mais sont des entreprises. Mais si on peut spécifier, il y a des organismes à caractère industriel, commercial, artisanal, et il y a des banques, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif, etc. Ce sont des organismes financiers qui paient aussi des impôts. Selon les secteurs économiques, toujours dans cette distinction, dans cette classification. Donc selon la base imposable, selon les acteurs économiques ou selon les secteurs. Donc le secteur bancaire, il y a l'épargne, on paie sur l'épargne et on paie sur le placement. Le secteur bancaire, on paie l'impôt sur l'épargne et on paie l'impôt sur les placements. Et il y a les assurances, on paie le contrat sur les taxes sur le contrat d'assurance. Il y a le foncier et l'immobilier, la fiscalité foncière et immobilière des collectivités territoriales. Il y a agricole, industriel, artisanal, les parafiscalités. Et il y a le tourisme, contribution pour encourager le tourisme, etc. Interne, international, etc. Extérieur. Voilà. Donc selon les secteurs. Secteur agricole, secteur bancaire, secteur interne, etc. Et troisième classification, la classification technique. Une classification technique. La classification technique, il y a, écoutez, c'est très important pour que vous sachiez ça, parce qu'au moins avoir une idée pour voir l'impôt. L'impôt, si vous voulez, la finance, c'est un carrefour entre les différentes disciplines. Toutes les autres disciplines peuvent se rencontrer dans ce carrefour financier et fiscal, soit l'économie, soit la gestion, soit le droit, soit etc., soit la géographie. Il y a la géographie fiscale. Il y a des communes, par exemple des communes rurales qui ont la forêt, qui ont beaucoup de forêts. Donc ils coupent le bois, ils le vendent. Ils ont moins d'impôts, mais un prix qui revient de la forêt. Il y a des communes qui sont touristiques au bord de la mer. Ils reçoivent beaucoup des prestations touristiques que les impôts. C'est pas le Maroc, c'est pas forcément le Maroc. Dans d'autres pays dans le monde. Donc il y a beaucoup de géographie fiscale, etc. Et il y a des communes au Maroc qui sont d'extraction minière. Et s'ils ont une indépendance, ils peuvent enrichir l'extraction fiscale, l'extraction minière. Mais comme il a pris, de toute façon, il a pris par l'État, donc il leur reste moins, le reste et moins. Donc la classification technique, il y a les impôts directs et les impôts indirects. C'est ce qu'on sait, la plupart. On dit les impôts directs et les impôts indirects. Les impôts directs comme l'impôt sur le revenu, l'impôt IS/IR, et les impôts indirects, par exemple, la taxe intérieure de consommation et la TVA, par exemple. Il y a les impôts réels et les impôts personnels. Les impôts réels et les impôts personnels. Les impôts réels sur les biens et les impôts personnels sur les personnes.
comme par exemple dans l'histoire de la capitation sur la tête, ou bien en ce moment, capitation sur, par exemple, si on parle de la personne taxe sur la tête, par exemple, l'enregistrement, par exemple, si vous avez quelque chose comme ça, taxe sur les biens, ou bien taxe sur les personnes sans revenu, le revenu de la personne. Donc c'est moi qui gagne le revenu. Ou bien la taxe sur les biens, sur le foncier. Taxe sur le foncier. Là, c'est un impôt réel. L'impôt sur le revenu, mon revenu personnel. Donc il y a en plus un impôt personnel, il y a une différence aussi. Lorsqu'on parle de l'impôt réel, il ne tient pas compte de la personne, mais lorsqu'on parle de l'impôt personnel, il tient compte des situations familiales de la personne. C'est les riches, on élève l'impôt. C'est les pauvres moyens, on baisse un peu, etc. Voilà, donc s'il a une famille nombreuse, on paye, on soustrait la femme ou bien le conjoint, peu importe comment la femme là-bas, et puis les enfants, on peut donner des subventions pour les enfants, etc. Et on peut déduire la part des enfants de l'impôt, etc. Donc voilà, c'est l'impôt personnel. Il y a aussi impôt proportionnel, impôt fixe, impôt progressif et impôt régressif. Impôt proportionnel, impôt fixe, impôt progressif et impôt régressif. Impôt proportionnel, c'est un pourcentage. Impôt proportionnel, c'est un pourcentage. 10%, 5%, 20%, 30%. Proportionnel. Impôt proportionnel, c'est un pourcentage. 10, 5, 10, c'est un pourcentage. Impôt fixe, c'est un dirham. 100 dirhams, 50 dirhams, comme sur les marchés, la soirée, 80 dirhams, تدخل لشي حاجه غنبقى 10 درهم ولا 5 درهم غادي تدخل واحد المكان تدخل 6 درهم 6 درهم 5 درهم 6 درهم donc les dirhams. Impôt fixe, c'est un dirham. 5 dirhams, 10 dirhams, 1000 dirhams, ou bien au niveau de la douane, 1000 dirhams, etc. Ça, un impôt fixe en dirhams. Un impôt proportionnel en pourcentage. Un impôt progressif qui progresse au fur et à mesure que le revenu augmente. Il progresse au fur et à mesure que le revenu augmente. Ça veut dire par tranche. La tranche va payer tant. La tranche va payer tant. La tranche va payer tant. Et après, on accumule, on additionne les tranches. On additionne les tranches. C'est pas quelqu'un qui gagne 85 000 dirhams, 85 000 dirhams, et qui a un taux élevé, on passe directement à leur donner le taux élevé. Là, on passe par différentes tranches. De là à là, 0 dirham, de là 10%, de là 20%, de là 30%, etc. Et après, on additionne. Lorsqu'on arrivera à l'impôt sur le revenu. Là, je vous donne juste une idée. Et puis, donc l'impôt progressif. L'impôt régressif. L'impôt régressif. Il y a تراجع, il y a تقهقر, راجع. Progressif, يتقدم, تصاعدي, progressif. Et régressif, تراجعي, يتقهقر, يتراجع, régressif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le revenu augmente, on arrête. Par exemple, le taux maximum, c'est 31%. 31. Donc celui qui a 1000 dirhams de trop, il paye 31%. Et celui qui a 20 millions, 30 millions, il paye 31%. Donc si vous voulez arriver à un certain niveau, on ne sent pas, arrivant à un certain niveau, l'impôt régresse par rapport à l'augmentation du bénéfice ou bien l'augmentation de la vie. Donc impôt proportionnel, impôt fixe, impôt progressif, impôt régressif. Là, on voit ça dans les statistiques. La représentation graphique lorsque le revenu, un parallèle entre l'augmentation du revenu ou l'augmentation de la richesse et l'augmentation de l'impôt. L'impôt arrive à un certain niveau et s'arrête.
et le revenu ou le bénéfice continue d'augmenter. Là, ça s'appelle il y a un taux régressif qui ne suit pas l'évolution de l'impôt, l'évolution du revenu. L'impôt spécifique et impôt ad valorem. Impôt spécifique et impôt ad valorem. Impôt ad valorem, c'est selon la valeur. Impôt ad valorem, selon la valeur. Et l'impôt, ça veut dire pour tout le monde. Chaque matière, chaque service, chaque... Monsieur, ad valorem ou bien Rani? Ad valorem. Ad valorem ou bien spécifique. 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 Impôt ad valorem, un mot latin, ça veut dire selon la valeur. La plupart des impôts sont ad valorem, c'est-à-dire on paye selon la valeur. Vous avez un impôt selon la valeur de la marchandise, ou bien du service, ou bien du revenu, etc. ad valorem. هاي أنا بس عارف أشرح على هذا ad valorem. Et spécifique, lorsqu'il y a, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que spécifique? Ça veut dire il y a un pourcentage ou bien des dirhams spécifiques pour un impôt. Par exemple, sur l'or, selon le milligramme. Ou bien les grammes, sur l'argent, selon les grammes, ou bien selon le platine, selon les grammes, ou bien selon un espace publicitaire. Par exemple, ceux qui font l'espace publicitaire, selon l'espace, est-ce que l'affiche prend beaucoup d'espace, prend peu d'espace, etc. Donc, les taxes intérieures de consommation sur le pétrole, le litre, ou bien les boissons sur le litre, alcool, ou boissons alcoolisées, ou boissons tout court. Donc voilà, donc spécifique selon le litre, selon le gramme, selon, etc., selon l'espace géographique ou bien publicitaire, etc. Voilà, c'est ça, spécifique. Impôt spécifique et impôt ad valorem. Et il y a je sais qu'on a le code des impôts, je c'est pour ça que la fiscalité est très importante comme matière, il faut l'étudier différents aspects historiques, techniques, etc. Donc, les impôts spécifiques, impôts ad valorem, impôts analytiques et impôts synthétiques. Impôts analytiques et impôts synthétiques. Einstein, voilà, je vais نشوف ما خلي انا رئيس كان ما نعرفش جيت السيد غنعرف كل شيء ما نعرفش les impôts analytiques et les impôts synthétiques. Les impôts analytiques et les impôts... Qu'est-ce que c'est qu'un impôt analytique ou un impôt synthétique? Un impôt analytique, c'est sur une partie du revenu. Par exemple, l'impôt sur le revenu, la TPI, taxe sur les profits immobiliers, c'est une cédule, c'est une partie. Donc c'est un impôt analytique. Par contre, l'impôt sur le revenu global, c'est un impôt synthétique. La TVA, c'est un impôt synthétique. Les taxes intérieures de consommation, par exemple, l'impôt sur le pétrole, c'est un impôt analytique. L'impôt sur le tabac, c'est un impôt analytique. L'impôt sur l'or, c'est un impôt analytique. L'impôt sur le revenu global, c'est un impôt synthétique. L'impôt sur les sociétés, c'est un impôt synthétique. Donc global, le bénéfice de la société, ou le revenu de la personne, ou la consommation des transactions, la TVA, sont des impôts synthétiques. Si c'était une partie, une cédule, c'est un impôt analytique. Par exemple, si on vise une partie, pétrole, or, boisson, tabac, c'est un impôt analytique. Si on dit l'impôt sur le revenu, synthétique. L'impôt sur les bénéfices des sociétés, synthétique. L'impôt sur la TVA, synthétique. Voilà.
Impôt, ça c'est très ancien. Impôt de répartition et impôt de quotité. Impôt de répartition et impôt de quotité. Voilà comment ça s'écrit. Impôt de répartition, répartition et quotité. Impôt de répartition, ça c'est impôt de répartition et impôt de quotité. Impôt de répartition, c'était très ancien avant, maintenant c'est abandonné. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est pas abandonné, en fait, c'est pas. Il y a un qui est toujours valable. Celui-là, il est toujours valable, l'autre il est abandonné. Qu'est-ce que c'est impôt de répartition? Ça veut dire, avant, dans l'histoire de France surtout et de notre pays, on dit qu'on a besoin. On a besoin, par exemple, de budget d'État pour une année, on a besoin de 50 millions. 50 millions de dirhams, 50 millions de francs avant, 50 millions. Et on l'a réparti selon les régions. Et entre les régions, on l'a réparti selon les personnes. Voilà comme ça. Et après, on commence à prélever l'impôt. Voilà, selon les régions, cette région-là, il doit payer ça. Cette région-là, il doit payer. À l'intérieur de ces régions, il y a les personnes. D'ailleurs, même l'impôt sur les sociétés, c'est récent. C'est récent l'impôt sur les sociétés. L'impôt le plus ancien, c'est sur les personnes. Le kharaj, sur les personnes. Jizya, la jizya, c'est la capitation, si vous voulez. Et le kharaj, c'est l'impôt foncier, c'est sur les personnes. L'impôt foncier, c'est qu'est-ce que vous possédez. L'impôt, la zakat, c'est un impôt, c'est l'impôt sur les personnes et sur les richesses de la personne. Zakat. Le rachor tijara, le dixième, la dîme en Europe, en moyenne, la dîme, ça veut dire dixième. La dîme, c'est comme ça que ça s'écrit. La dîme et rachor tijara. Rachor tijara, comme ça, voilà. 1 sur 10, voilà. Rachor tijara, donc rachor tijara, ça veut dire que vous avez un dixième. Vous payez un dixième de ce que vous avez. Donc ça aussi, c'est 10, le dixième, mais sur le commerce. Mais la dîme, ça peut être aussi sur le commerce. Donc un dixième. Donc tout ça, ce sont des impôts très anciens. Des agents qui disaient la répartition, donc on dit, voilà ce qu'on a, on a besoin d'un tel montant, et on le répartit selon les régions, et à l'intérieur de la région, selon les personnes. Il n'y avait pas des sociétés. Les sociétés, elles sont apparues à partir de 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e. Il y en a même des pays qui ont commencé à le remplir dans les années 60, un impôt sur les sociétés. Nous, jusqu'aux années 80, il y avait des richesses, tout ça, mais les années 80, la TVA, l'impôt sur le revenu, c'est les années 80. Mais il y avait d'autres types d'impôts, mais modernisés, là, comme ça, depuis les années 80. Mais il y avait tel type. Il y avait dans l'histoire du Maroc, il y avait dans l'histoire du Maroc, il y avait aussi il y avait celle-ci sur l'impôt agricole. Il y avait aussi des impôts surtout locaux qui sont payés pour le profit des caïds, le profit de le Kolfa, le Gharama, le Freda, le Hila, tout ça, vous avez beaucoup de choses. Voilà. Et là maintenant il y a des impôts modernes, voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait toujours d'ailleurs là, dans l'histoire de tous les pays, il y avait l'impôt. Très très ancien. Même chez les Arabes, avant même l'islam, il y avait des impôts. Dans d'autres pays, il y avait toujours l'impôt, parce que toujours on trouvait ça le moyen le plus facile. Il n'y avait pas cette réflexion où est-ce qu'on peut trouver l'argent. On trouve à partir des personnes. Donc vous êtes nombreux. Voilà, vous payez un dirham chacun. Voilà, payez un dirham chacun. Pour ça, au lieu d'aller à quelqu'un, vous lui dites, donnez-moi 100 dirhams. Donc, il y a des problèmes, donc donnez un dirham chacun, ou 2 dirhams chacun. Donc c'est comme ça que ça se passe, mais il y a dans l'histoire. Donc, impôt de répartition, on prend un montant, et on le répartit, ou bien, c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui font la manche, le saïa, un dirham, il y en a qui je m'occupe de ça là, voilà. Impôt de répartition, taxe et impôt de quantité. Impôt de quantité, on prend un taux. On commence par le taux. Ça veut dire que on dit un tel revenu, il faut un taux. Le taux, par exemple, vous avez un tel revenu, vous payez 6%. Vous avez un tel revenu, vous payez 5%. Vous avez un tel bénéfice, vous payez 10%. Voilà, le taux. Là,
leur répartition, on commence par le montant et la quantité, on commence par le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que la quantité existe toujours. On a un revenu, on applique un taux. On a un bénéfice, on applique un taux. On a une transaction commerciale, on applique un taux. C'est l'ensemble. La répartition, c'est parti. Ah, mais ça... non, la classification, c'est fini. La classification, c'est fini. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure le processus. Je vais vous faire vérifier. Voilà. J'ai dit tout à l'heure le processus d'imposition. Le processus d'imposition, il y a 6 étapes. J'ai dit 7 étapes, juste bref. Il y a 3 plus 3. 3 c'est indispensable et l'autre c'est accidentel. Les grands principes de fiscalité, les grands principes du droit fiscal, les grands principes qui peuvent être à caractère constitutionnel ou bien législatif ou bien réglementaire. Voilà. Les grands principes fiscaux à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire. Les grands principes de fiscalité, les grands principes fiscaux, le droit fiscal. Donc, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire. On trouve le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité. L'égalité, voilà. Le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité. L'égalité, ou bien l'égalité. Le principe de l'égalité, le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité, ça veut dire qu'en principe, chaque impôt doit être légal, c'est-à-dire proposé par le gouvernement par exemple, ou bien par le Parlement, et autorisé par le Parlement. Pourquoi le Parlement? Parce que le Parlement représente le peuple. C'est ça en principe. Mais là, ce qu'on trouve, il y a des impôts qui sont faits par le gouvernement. Ils ont un caractère réglementaire, comme toute la parafiscalité, ou bien les prélèvements obligatoires, ou bien les taxes locales, ou bien certains redevances. Donc tout ça, ils ne sont pas parlementaires. Ils ne passent pas par le Parlement. Ils ne sont pas le gouvernement, par un décret. Donc là ça touche le principe de l'égalité. Ça veut dire que si je paie un impôt, il faut que mes représentants l'autorisent. Mes représentants. Les représentants l'enrègent. Il faut qu'il l'accepte. Voilà. Il faut qu'il l'accepte. Donc là, il y a une limite. Il y a des limites au principe de l'égalité. Parce que les impôts ne passent pas par ce processus gouvernement-parlement. Principe d'égalité. Principe d'égalité, ça veut dire qu'un prélèvement doit être égal. Un prélèvement égal pour tout le monde. Ça veut dire que si je prélève un impôt sur les riches, je prélève sur les riches, à égalité. Si je prélève sur la classe moyenne, je prélève à égalité. Si je prélève sur le secteur industriel, je prélève à égalité. Si je prélève sur le secteur industriel et artisanal ou commercial, à égalité. Or, au Maroc, non, ils doivent être payés. Donc il y a le secteur informel, il y a la triche, il y a l'évasion, la fraude fiscale, la fuite des capitaux, beaucoup de choses. Voilà, donc là aussi, il y a des limites. Le principe de liberté. Le principe de liberté, ça veut dire je suis libre pour payer. C'est un peu flou, mais quand même. Je suis libre de payer. Mais c'est pas grave. Pourquoi on dit ça? On dit ça, ça veut dire je suis libre de payer. Parce qu'avant,
Donc le principe de liberté, c'est-à-dire que je suis libre de payer l'impôt. Et pourquoi? Je veux dire pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, c'est très l'impôt, avant qu'il n'y avait, pas la sécurité dans tous les États. Il n'y avait pas de sécurité. Par exemple, au Maroc, ou bien en Algérie, ou bien en France, il n'y avait pas un territoire où il y a la sécurité de tous les... Il y a certains endroits. Donc il y a le pillage, il y a le vol, il y a l'agression. Regardez si vous avez vu un film sur les 7 mercenaires, c'est un film western très important. Bon, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des brigands qui viennent payer à chaque fois au moment de la moisson en Amérique latine. Au moment de la moisson du maïs, ils viennent prendre, ils attendent qu'ils vendent leur maïs, tout ça, et ils prennent le revenu par la force. C'est un pillage. Donc, je préfère payer l'impôt que quelqu'un vienne me... Par exemple, dans l'histoire, voilà. Et puis la réquisition, ils prennent même, je me rappelle, à Fès, حد البلاصه سميتها لا فيات سميتها وهذه المدن فيها واحد كارفور ولا بلاصه في القدس حتى الغابات تاع Et il y avait quelqu'un, il disait que dans l'histoire, écoutez-moi, dans l'histoire, il disait, vous rappelez ce figuier-là, ce figuier-là, il y avait quelqu'un qui était robuste, quelqu'un qui brin d'impôt, très, très solide, et il agressait les gens. Tous les gens qui passaient par là, il les agressait. Tous ceux. Il prenait l'argent de la voilà. À Fès, dans les années 40, 50, on va descendre. Donc voilà, je préfère payer un pourcentage de 10% que ce soit des trossés au coin de rue. Voilà. Le principe de liberté. Et puis il y a le principe de liberté de l'industrie. Il y a aussi la liberté de commerce et de l'industrie. Ça veut dire que je suis libre, je fais le commerce, je fais l'industrie et je paie un pourcentage. C'est ça la liberté, dans ce sens-là. Même si, en fait, je préfère. Mais c'est autre chose aussi, lorsque je vois que mes impôts, ils vont pour le service public. J'ai dit à mes étudiants des années précédentes, en France, je connais des familles, et ils disaient à un vieux monsieur, qui se rappelait les années 40, les années 50, tout ça, il disait que, je mettais ma cravate, mon costume, et je vais à la perception payer mes impôts. Je suis content de payer mes impôts parce que je sais où ils vont. Je sais où ils vont. Donc je suis libre, je paye mes impôts, tout ça. La recherche, les écoles, la santé, donc, le principe de sincérité. Le principe de sincérité. Le principe de sincérité, ce principe de... attendez, je vais voir. J'ai pris un autre chose. Pas de sincérité, de nécessité, excusez-moi. De nécessité. Le principe de nécessité. Mais la sincérité aussi, ça peut être la transparence. Ça aussi c'est important. Le principe de sincérité ou bien de transparence, c'est-à-dire on est tous égaux devant l'impôt, qu'ils soient riches, le premier portion de l'heure, ou bien qu'ils soient pauvres. Donc ça aussi c'est pas. Mais on est sur tout ça. Le principe de nécessité. Le principe de nécessité, c'est-à-dire, et c'est très important, c'est dit par Adam Smith, le premier qui a dit ça, peut-être d'autres avant lui, je ne sais pas, mais en tout cas Adam Smith, dans La richesse, Adam Smith, dans le XVIIe siècle, 1776, La richesse des nations.
réflexion sur les origines de la richesse des nations. La richesse des nations. Le principe de nécessité, ça veut dire que l'État n'a pas droit, en principe, de prélever autant. Ça veut dire à partir du moment où j'ai besoin de temps, d'un montant précis, il ne faut pas que je dépasse. C'est pas, on a besoin, par exemple, de 100 millions ou bien de 150 millions. Je ne vais pas prélever 200 et le reste, je le garde pour distribuer pour les amis, pour la famille, etc. Donc, le principe de nécessité, ça veut dire je me maintiens à ce que l'État a besoin de combien de montants. L'État a besoin de combien. Donc voilà, ça veut dire je ne prélève l'impôt que lorsqu'il est nécessaire. Je ne prélève un impôt, mais je recours à un autre impôt que si et seulement si nécessairement il est nécessaire. Voilà, je m'arrête là, hein, parce qu'il y a d'autres aussi, et après la prochaine. ما كاينش بوليكوم ديالو كريفيرونس شي حاجه زعما شويه باش ناكدوا هادشي اللي عندي 30 هذا هو هذا من